Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un changement, un vrai bouleversement qui se passe juste sous nos yeux. On sent bien que le système mondial stable qu'on a connu est en train de laisser place à une nouvelle ère, beaucoup plus incertaine. C'est un peu comme si les fondations de notre monde se fissuraient. Alors, pour commencer, regardons de plus près les premiers signes de cette grande rupture. L'élastique de l'histoire se tend et peut se rompre à tout instant. C'est une citation assez forte, hein. Elle vient de l'Institut FMES et elle donne vraiment le ton. Ce qu'elle nous dit, c'est que ces grands moments de bascule dans l'histoire, ils sont rares et surtout ils sont dangereux. L'enjeu, il est énorme. Il faut absolument comprendre ce qui se passe pour ne pas juste subir, mais pour essayer de naviguer dans cette nouvelle réalité. Alors, cette rupture, comment est-ce qu'on la voit concrètement? Eh bien d'abord, par un véritable effondrement de nos certitudes. Le rapport de la FMES le dit très bien. Les grandes institutions qui étaient censées garantir la stabilité, on pense bien sûr aux Nations Unies, elles perdent de plus en plus leur influence. Et il y a un exemple tout récent qui est assez parlant. Voilà, l'image d'une assemblée générale de l'ONU quasiment vide, ce n'est pas juste une anecdote, hein, c'est vraiment le symptôme, le signe visible que l'ordre mondial qui a été construit après la Seconde Guerre mondiale est en train de s'essouffler. Et c'est là que ça devient intéressant. Pendant que certains endroits se vident, d'autres se remplissent. Et le contraste est saisissant. 35. 35 pays qui se sont réunis à Kazan pour un sommet des BRICS+. Alors là, on ne parle plus d'un petit club de pays émergents. Non, c'est une véritable alternative qui est en train de se mettre en place. Une alternative qui défie ouvertement l'ordre mené par l'Occident et qui attire de plus en plus de pays de ce qu'on appelle le Sud global, qui cherchent une autre voie, une autre place. Ok, donc on a vu l'effondrement des certitudes, la montée de nouvelles alliances, mais tout ça, ce n'est pas juste une discussion théorique. Ça se passe sur le terrain, très concrètement, avec de nouvelles zones de tension qui apparaissent un peu partout. Alors regardons ensemble où se dessine la carte de ce nouveau désordre mondial. Prenons le Moyen-Orient par exemple. Le conflit s'est étendu, il s'est régionalisé comme on dit. La confrontation entre Israël et ce qu'on nomme l'axe de la résistance, ce groupe de pays et de milices soutenus par l'Iran, ça ne se passe plus seulement sur la terre ferme. Maintenant, ça déborde sur les mers dans des zones ultra stratégiques comme la mer Rouge et même, comme on le voit sur cette carte assez complexe, tout l'océan Indien. C'est devenu un gigantesque échiquier où toutes les grandes puissances jouent leur partie. Et cette instabilité, elle ne s'arrête pas là. Si on regarde l'Afrique, on voit se former une immense zone de crise, un arc qui va du Sahel jusqu'au Soudan. Cette carte le montre bien, c'est une région où l'instabilité grandit, où les groupes djihadistes gagnent du terrain et où l'influence occidentale, en particulier celle de la France, est en plein recul. Et forcément, ce vide, il est très vite rempli par d'autres, notamment la Russie. Et face au bloc occidental, ce n'est plus juste une vague alliance de circonstances. Non, on assiste à la naissance d'un vrai bloc. Quand on voit la Corée du Nord qui envoie des soldats et l'Iran qui fournit un soutien militaire à la Russie, le tout sous le parapluie économique et diplomatique de la Chine, on a la preuve qu'un axe autocratique est en train de se former. Un axe qui est uni par une chose, son opposition à l'ordre existant. Mais attention, cette grande confrontation, elle ne se joue pas que sur les champs de bataille avec des armes, loin de là. La compétition se déroule aussi, et peut-être surtout, sur le plan économique et stratégique. Ce sont devenus des terrains de jeu tout aussi importants. Et dans cette nouvelle ère, il y a une stratégie qui devient clé, le multi-alignement. On se souvient peut-être du non-alignement pendant la guerre froide. C'était un peu une position de défense pour les pays qui ne voulaient pas choisir de camp. Le multi-alignement, c'est différent. C'est une stratégie active. Des pays comme l'Inde, par exemple, parlent avec tout le monde, font des affaires avec l'Occident et avec la Russie. Le but? Maximiser leurs propres intérêts et devenir un acteur incontournable. Et l'économie comme arme, ce n'est pas une image, c'est très réel. L'affaire Alstom General Electric, c'est un cas d'école. On a vu comment la justice américaine a pu être utilisée en dehors de ses frontières pour mettre la pression sur un géant européen, Alstom, et finalement permettre son rachat par un concurrent américain. C'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle la guerre économique. D'ailleurs, si on prend un peu de recul, ces stratégies ne sont pas si nouvelles que ça. Une analyse intéressante de Art Review fait le parallèle avec le bon vieux manuel de l'époque coloniale. On contrôle les ressources, on utilise la main-d'œuvre sur place et on rapatrie la richesse. L'histoire se répète, mais sous d'autres formes. Ok, alors, on a parlé d'effondrement, de chaos, mais est-ce que dans tout ce désordre, on ne pourrait pas voir les débuts de quelque chose de nouveau? Un nouvel ordre mondial qui se met en place. C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Le monde ne fait pas que s'effondrer, il est aussi en pleine réorganisation. Alors pour résumer, le changement, il est là.
Avant, on avait un monde centré sur l'Occident, avec l'ONU comme arbitre plus ou moins respecté. Aujourd'hui, on passe à un monde multipolaire, c'est-à-dire avec plusieurs pôles de pouvoir. On a les BRICS+, les États-Unis, l'Europe, et la stratégie qui marche, ce n'est plus le non-alignement pour se protéger, mais le multi-alignement pour jouer sur tous les tableaux et gagner en puissance. Et ce grand basculement, il repose sur des tendances de fond qui sont absolument spectaculaires. Il suffit de regarder ces infographies. Elles nous montrent le déplacement massif du pouvoir, aussi bien démographique qu'économique, de l'ouest vers l'est. Quand on regarde les prévisions pour 2050, la tendance est juste implacable. La carte du monde est en train d'être complètement redessinée sous nos yeux. Et en fait, pas besoin d'attendre 2050. C'est déjà une réalité. Regardez, en 2023, la Chine est passée devant les États-Unis pour la part du PIB mondial, si on calcule en parité de pouvoir d'achat. Et l'Inde, juste derrière, avec une croissance explosive. C'est ça le vrai moteur du changement, ce rééquilibrage économique. Bon, on a posé le diagnostic, le monde change et vite. Mais alors, qu'est-ce que ça implique, concrètement, pour tout le monde? Que ce soit les anciennes puissances ou les nouvelles qui montent en puissance? Il y a une phrase de Raymond Aron, un grand penseur français qui date un peu, mais qui est d'une actualité incroyable. Il disait « Les Européens voudraient sortir de l'histoire. D'autres, par centaines de millions, y entrent ou y rentrent. » Ça résume tout, non? D'un côté, une Europe qui rêve de stabilité, et de l'autre, des nations qui reviennent en force dans le grand jeu, parfois brutal, de l'histoire. Et cette histoire, elle ne se passe pas à l'autre bout du monde. Elle concerne tout le monde, y compris une puissance comme la France. Pourquoi? Parce que comme on le voit sur cette carte, la France, avec ses territoires d'outre-mer, est présente sur tous les océans. C'est une force, bien sûr, mais ça la place aussi directement en première ligne, au cœur des nouvelles zones de friction, que ce soit dans l'océan Indien ou dans le Pacifique. Parce que ces territoires, c'est à double tranchant. Ce sont des points d'appui stratégiques, c'est vrai, mais ce sont aussi de grosses vulnérabilités. Imaginez, leur dépendance aux importations de nourriture, d'énergie est énorme. Dans un monde où les routes du commerce maritime ne sont plus sûres, ça devient un véritable talon d'Achille. Le risque de se retrouver isolé, il est bien réel. Et on termine en revenant à notre point de départ, à cette fameuse étrange défaite. L'expression, elle fait référence à la débâcle de 1940 en France, un effondrement brutal, parce qu'on n'avait pas su voir que la guerre avait changé de visage. Alors la question qui se pose aujourd'hui est la même finalement. Dans ce monde où toutes nos certitudes s'effondrent, comment fait-on pour ne pas subir une nouvelle étrange défaite? Comment on s'adapte? Comment on pense le monde de demain pour ne pas être simplement un spectateur des événements? C'est vraiment ça le grand défi qui se pose désormais.